Alors bonjour à toutes et à tous, il est midi, donc bien que nous ne soyons pas encore tous présents, si je compare avec le nombre d'inscrits, on va commencer sans attendre et ceux et celles qui auront manqué les quelques premières minutes pourront réécouter cette conférence qui sera enregistrée et mise en ligne sur le site, sur la chaîne YouTube de l'Institut d'éthique appliquée. Donc je me présente, mon nom est Marion Briveau, je suis professeure de comptabilité à la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval, mais c'est en tant que responsable de l'axe éthique publique, organisationnelle et professionnelle que j'ai le plaisir de vous accueillir à cette conférence midi de l'IDEA sur le thème du lobbyisme et de l'éthique. Quelques mots de présentation pour commencer au sujet de nos conférenciers aujourd'hui qui ont eu la grande gentillesse de libérer du temps pour cet événement et nous en sommes très reconnaissants. Maître Jean-François Routier a été nommé commissaire au lobbyisme par l'Assemblée nationale le 17 octobre 2017 pour un mandat de 5 ans. Il est secondé par une équipe de 45 personnes qui assument diverses responsabilités en matière de vérification et d'enquête, entre autres choses. De 2015 à 2017, Maître Routier a été sous-ministre associé au ministère de la Justice, Direction générale des affaires juridiques et législatives. À titre de sous-ministre associé et de sous-procureur général adjoint, Maître Routier a dirigé une équipe d'envergure dédiée aux fonctions principales de procureur général, notaire général et jurisconsulte du gouvernement du Québec. Monsieur Routier a été directeur des affaires juridiques à l'autorité des marchés financiers, mais il a débuté sa carrière en pratique privée, en fait, en tant qu'avocat, puis associé en droit commercial et corporatif. Pauline Bertrand est analyste des politiques publiques à la direction de la gouvernance publique de l'OCDE, division sur l'intégrité dans le secteur public. Elle travaille sur le soutien au gouvernement des pays membres dans la conception et la mise en œuvre de politiques publiques qui assurent l'intégrité publique et préviennent la corruption. Elle est spécialisée dans le renforcement des cadres d'intégrité et la promotion de la transparence et de l'intégrité dans les pratiques de lobbyisme et de financement public. Avant de rejoindre l'OCDE, Madame Bertrand a travaillé dans le conseil aux entreprises et a été analyste politique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en France. Et c'est elle qui est l'autrice principale du rapport de l'OCDE qui a été commandé par Lobbyisme Québec. Vous en saurez davantage à ce sujet dans quelques minutes. Enfin, Luc Bégin, qui va jouer le rôle de discutant et ouvrir les questions de discussion aujourd'hui, est professeur titulaire à la faculté de philosophie de l'Université Laval. Il a été directeur de l'Institut d'éthique appliquée, l'IDEA, donc depuis sa création en 2004 jusqu'en 2016. Il est également directeur de la revue Éthique publique, revue d'envergure internationale qui porte sur l'éthique sociétale et gouvernementale, et il enseigne l'éthique appliquée, l'éthique professionnelle, l'éthique organisationnelle et les théories éthiques ainsi que la philosophie du droit. Je précise que Stéphane Paquin, qui est professeur à l'ENAP, n'a malheureusement pas pu être des nôtres ce matin du fait d'un problème de santé important, donc 4 forces majeures qui expliquent son absence aujourd'hui. Quelques mots de logistique avant de commencer. Nous vous demandons, s'il vous plaît, de ne pas ouvrir vos micros pendant toute la durée de l'intervention des conférenciers afin de limiter les interférences sonores et de garder vos questions éventuelles pour la fin de leur intervention, c'est-à-dire la dernière demi-heure environ, puisque cet événement est enregistré et que nous n'avons pas les autorisations légales de droit à l'image ou aux propos des uns et des autres. Nous n'avons que celles de nos conférenciers. C'est pourquoi la partie questions-réponses sera coupée au montage et que l'on vous demande donc de garder vos questions pour la fin, que ce soit par écrit dans l'outil discussion de Zoom ou bien en levant la main virtuellement. Alors, en guise d'introduction, j'aimerais demander tour à tour, d'abord à Maître Routier puis à Madame Bertrand de l'OCDE, de répondre à une première question qui est la suivante. On a tendance parfois à associer lobbyisme et corruption. Est-ce que vous pourriez nous expliquer deux choses? D'abord, en quoi, selon vous, le lobbyisme a toute sa place dans une démocratie comme la nôtre? Et deux, quels sont les risques éthiques qui entourent cette pratique lorsque vous jugez qu'elle n'est pas bien encadrée? Donc, j'aimerais commencer par Monsieur Routier, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous et merci à l'IDEA d'avoir organisé cette conférence. C'est fort apprécié et ça nous donne l'occasion de parler à différents publics et en particulier aujourd'hui à des gens qui sont très, très ferrés en éthique ou intéressés par la chose. Donc,
c'est toujours un grand plaisir pour moi de parler de l'obéisme. Évidemment, ça fait maintenant 5 ans que j'œuvre dans ce milieu. Écoutez, le lobbyisme, pourquoi ce n'est pas de la corruption? Ben, c'est parce que, à la base, le lobbyisme, c'est une des choses les plus naturelles chez les humains. C'est-à-dire tenter de communiquer avec quelqu'un pour influencer une décision. Alors, tout est dans la façon de faire. Évidemment, quand on parle d'éthique, ça va être beaucoup dans la façon dont on va s'adresser et dans la transparence des activités qu'on va accomplir, qu'on va pencher d'un côté ou de l'autre. Mais à la base, le lobbyisme, c'est une activité de communication qui est tout à fait légitime, qui est reconnue en fait comme légitime par la loi et qui est essentielle parce qu'elle donne de l'information absolument fondamentale pour que les décideurs publics aient différents points de vue, reçoivent les informations, parfois très, très techniques ou parfois très, très, très importantes sur le plan politique ou social, auxquels ils n'auraient pas nécessairement accès par d'autres canaux ou sans rencontrer les intervenants du milieu. Donc, vraiment, une activité tout à fait normale, tout à fait légitime, dans la mesure où elle est transparente, et c'est là que les enjeux éthiques vont entrer en ligne de compte, notamment. Je vais laisser Pauline peut-être compléter là-dessus. Oui, tout à fait, Jean-François, et bonjour à tous. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Et je tiens aussi à remercier l'IDEA et Marion pour l'organisation de cet événement. Alors, pour vous partager un petit peu la perspective de l'OCDE sur ce sujet, et petite précision peut-être avant de commencer, je pense, tout au long de cet événement, utiliser le terme lobbying parce que c'est celui que j'ai l'habitude d'utiliser à l'OCDE, même en français. Mais après, nous considérons à l'OCDE que les termes lobbying et lobbyisme voilà, sont équivalents. Pour répondre à la première partie de votre question, Marion, effectivement, et Jean-François l'a dit, le lobbying, c'est un processus et un élément naturel, je dirais, normal des processus démocratiques parce que c'est un acte légitime de participation démocratique. En fait, il permet à des groupes d'intérêt, que ce soit des entreprises, des ONG, des think tanks, d'accéder à l'élaboration de politiques publiques, de partager avec les décideurs publics leurs besoins, leurs objectifs, leur expertise sur différents sujets. Et les décideurs publics ont besoin aussi de cette expertise pour pouvoir prendre les meilleures décisions possibles. Donc, je dirais qu'il finalement, il n'y a pas de démocratie sans lobbying, que ça fait partie intégrante de nos démocraties. Maintenant, sur la deuxième partie de votre question, effectivement, sans les garde-fous nécessaires, les pratiques de lobbying peuvent présenter un risque pour l'intégrité publique, pour l'éthique publique. Nous, dans nos différents travaux, on en identifie plusieurs, mais le premier, c'est par exemple quand des groupes financièrement ou politiquement plus puissants et ont plus de poids que d'autres intérêts qui auraient moins de ressources, et ça mène à ce qu'on appelle, nous, un monopole de l'influence. Ou autre risque, par exemple, quand les politiques publiques peuvent être influencées par des données trompeuses ou biaisées, en manipulant l'opinion publique, en essayant de manipuler les décideurs publics pour que les politiques publiques se tournent dans un sens ou dans un autre. Et ces abus, et je pense que des études, la littérature contient beaucoup d'exemples où les pratiques de lobbying ont mené à des abus. Et c'est pour cette raison que aussi les pratiques de lobbying sont au cœur de l'érosion de la confiance entre les citoyens et l'État. Vous l'avez dit, on considère souvent les pratiques de lobbying comme de la corruption, et ça, les différentes enquêtes d'opinion le montrent. J'ai quelques données à vous partager, mais par exemple, la dernière enquête de l'OCDE, l'enquête de confiance, montre que 48% des citoyens de l'OCDE en moyenne pensent qu'un responsable politique de haut niveau accorderait une faveur politique en échange de l'offre d'un emploi bien rémunéré dans le secteur privé. Et aussi, il y a un autre indice qui s'appelle l'indice de perception de la démocratie 2022, qui révèle que près de 2/3 des personnes dans le monde pensent que leur gouvernement n'agit que dans l'intérêt d'un petit groupe de personnes.
Donc, on voit bien en effet que là, voilà, le lobbying est au centre des préoccupations et des inquiétudes, et c'est pour ça qu'il est parfois assimilé à des pratiques opaques ou à la corruption. Et d'ailleurs, souvent, les réglementations sur le lobbying sont adoptées en réaction à des scandales. Et donc, dans l'imaginaire collectif, on a cette image de le lobbying, en fait, est mauvais puisque forcément, on réglemente une activité qui est source de scandale. Donc, il y a aussi voilà, cette perception du lobbying associé à des scandales. Mais je conclurai par dire qu'effectivement, la perspective de l'OCDE, c'est que le lobbying ne devrait pas être limité, mais plutôt permis et encouragé, mais dans un cadre juridique où le lobbying est clairement défini, parce que ça évite aussi les interprétations, et avec un cadre voilà, qui permet la transparence et l'intégrité de ces pratiques. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir apporté ces clarifications préliminaires. Et j'aimerais maintenant, si possible, entendre Jean-François Routier pour qu'il nous présente les activités de lobbyisme Québec, qui sont peut-être méconnues de certains parmi nous dans l'assistance, mais aussi de nous présenter les grandes lignes de la loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme d'il y a 20 ans, 2002, et peut-être dans un troisième temps, nous expliquer le contexte de la demande de rapport qui a été faite à l'OCDE par Lobbyisme Québec, c'est-à-dire quels éléments de la loi sont à moderniser, pourquoi, en soulignant peut-être les principaux enjeux qui vous préoccupent en matière d'éthique et de lobbyisme. Encore une fois, merci. Écoutez, je vais reprendre sur ce que Pauline disait à l'instant. La loi québécoise, adoptée, oui, à l'unanimité en 2002, résulte d'un scandale. Un scandale quand même important au Québec où on monétisait carrément l'accès au bureau du premier ministre en forçant les gens à passer par un bureau, justement, de lobbyistes conseils, donc par un cabinet qui devait agir comme intermédiaire, si on veut, pour avoir accès au bureau du premier ministre. Et suite à ce scandale, ceux qui sont intéressés, c'est le scandale Oxygène 9. Suite à ce scandale, il y a une loi qui a été adoptée en 2002 pour justement encadrer la pratique du lobbyisme au Québec avec le contexte qui venait avec. C'est-à-dire qu'on était juste à la sortie d'un scandale qui affectait le gouvernement en place. On a identifié les lobbyistes comme étant les méchants. Et donc, on a créé une loi qui visait les individus. On visait à inscrire les individus sur un registre. On leur apposait une étiquette de lobbyiste. On avait une loi principalement pénale et disciplinaire. Donc, on est venu vraiment réglementer des individus dans leur pratique d'activité, de communication, d'influence auprès du gouvernement. À la suite d'un scandale. Ce qui a pu nécessairement influencer, un peu comme Pauline le disait, influencer la perception que les gens ont pu avoir du lobbyisme à cette époque et encore aujourd'hui. Et évidemment, parce que la question d'éthique était au cœur même de la création de cette loi-là, puisqu'on jugeait justement que ces gens n'avaient pas d'éthique dans la façon dont ils agissaient envers le gouvernement. Donc, c'est vraiment l'histoire de la création de notre loi. Ceci dit, ça restait en 2002 et encore aujourd'hui, ça reste un régime qui est relativement complet, relativement bien établi au Québec et qui a passé à travers ces années, malheureusement sans évoluer. Et c'est pour ça qu'on parlera peut-être en fait un peu plus tard des réformes qui sont proposées et des motifs qui nous ont amenés à faire équipe avec l'OCDE dans ce beau projet qui a été réalisé l'an dernier. Donc, je ne sais pas si on avait d'autres. Voilà. Alors, la mission de Lobbyisme Québec, elle est la même depuis toujours. C'est de promouvoir la transparence et la saine pratique des activités de lobbyisme. En fait, la loi, à son article 1, reconnaît la légitimité des activités de lobbyisme dans la mesure où elles sont transparentes. C'est une contrepartie qui est absolument essentielle et qui, justement, vient justifier l'activité de lobbyisme et dire que c'est éthique de faire du lobbyisme parce qu'on vient ainsi respecter le droit du public de savoir qui tente d'influencer les politiques gouvernementales ou sociales et on veut
En fait, on veut encadrer la façon dont les choses sont faites. Il y a également un code de déontologie qui s'applique aux lobbyistes. Donc, difficile parce que une personne peut être un lobbyiste sans savoir qu'elle l'est et donc sans savoir nécessairement qu'un code de déontologie s'applique à ses activités. Alors, évidemment, une mission importante pour Lobbyisme Québec, c'est de faire connaître la loi et l'encadrement. Et vous comprendrez qu'avec nous, notre loi s'applique autant au niveau parlementaire qu'au niveau gouvernemental qu'au niveau municipal. C'est une des particularités de la loi québécoise. Ça veut dire qu'on couvre un très vaste territoire, plus de 3000 institutions. C'est très difficile d'en arriver à une connaissance parfaite. Et d'ailleurs, le rapport de l'OCDE le montre aussi que parmi, en fait, dans les ateliers qui ont été faits, du côté municipal, par exemple, on disait, on a besoin d'en savoir davantage, on a besoin de savoir davantage. Mais donc, c'est une des principales missions et la loi confie pour accomplir cette mission-là, confie des pouvoirs spécifiques aux commissaires. Certes, oui, de faire des enquêtes, de faire de la surveillance des activités, de répondre évidemment à des signalements, de faire des inspections, et aussi, lorsqu'on a une conclusion à une infraction, soit d'envoyer cette infraction au directeur des poursuites criminelles et pénales, ou encore d'imposer des mesures disciplinaires dans certains cas, donc qui empêcheraient une personne d'être inscrite au registre des lobbyistes pendant un certain temps pour la priver finalement de faire des activités de lobbyisme. Les principes prévus dans la loi sont relativement simples. C'est dans leur application que ça devient plus complexe. Mais c'est le principe de légitimité dont j'ai déjà parlé et qui, en contrepartie, en fait, qui vient donner effet au droit du public de savoir qui cherche à influencer les titulaires de charges publiques ou les décideurs publics dans leur processus décisionnel. Et puis, je reviens un peu sur la première question que vous me posiez. Tout ça vise à assurer l'intégrité des processus décisionnels. Et c'est le message que moi, je passe le plus souvent aux décideurs publics, c'est-à-dire, vous aurez beau prendre la meilleure décision, la plus éclairée possible, si votre processus est entaché parce que non intègre, parce qu'il y a eu des interventions non transparentes et qu'elles sont découvertes par la suite, la décision que vous avez prise n'aura pas la même valeur et pourrait même être carrément contrecarrée à cause de ces manquements de transparence ou d'éthique dans certains cas. Donc, les objectifs de la loi restent évidemment que les activités de lobbyisme soient effectuées de façon saine et transparente. Et c'est à ça que Lobbyisme Québec sert principalement comme organisme de surveillance. À la base, une activité de lobbyisme, en fait, comme on le mentionnait, comme je le mentionnais au tout début, c'est une communication, qu'elle soit orale, qu'elle soit écrite, qu'elle soit texto, qu'elle soit même par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aujourd'hui en taguant, excusez l'expression, quelqu'un directement par un courriel, on tente d'influencer une décision. Alors, il y a différents éléments qui doivent être retrouvés, si on veut, une espèce d'équation. On l'illustre souvent de la façon dont vous voyez à l'écran, c'est-à-dire de 3 composantes. Ça prend d'abord un titulaire d'une charge publique. Il faut qu'on s'adresse à un décideur public, de toute évidence. Ça prend une décision qui est visée, c'est-à-dire que toutes les décisions, toutes les interventions ne sont pas visées par la loi. Par exemple, une intervention lors d'une commission publique, une commission de l'Assemblée nationale, pour l'étude d'un projet de loi, n'est pas une activité de lobbyisme. Parce que c'est quoi le principe fondamental? C'est la transparence. Or, les commissions sont publiques ou sont faites dans un cadre public et donc, on n'est pas dans une activité qui est visée par la loi. J'ai commencé par ces deux-là. Je termine par le 3e élément de l'équation. On va peut-être finir par l'inverser. C'est le lobbyiste. Pourquoi je termine par lui ou elle? C'est parce qu'il est le plus difficile à évaluer bien souvent. Quand c'est un lobbyiste conseil, c'est-à-dire une personne qui œuvre pour un client contre rémunération, c'est relativement simple. Par contre, quand on fait affaire avec des entreprises ou des organisations, j'entends par ça des organisations qui n'ont pas été constituées avec un but lucratif,
mais qui peuvent être constitués de différentes façons et par différents membres. On y reviendra. Le lobbyiste d'entreprise ou d'organisation, lui, il faut qualifier sa prestation. Alors, il faut qu'il en fasse pour une partie importante de ses activités. Ce qui fait en sorte que, malheureusement, une grande partie des activités de lobbyisme au Québec restent occultes parce que ce seuil n'est pas franchi. On y reviendra tout à l'heure dans les enjeux. Et donc, lorsque ces trois composantes sont retrouvées, eh bien, on est face à une activité de lobbyisme qui doit donc être divulguée au registre des lobbyistes du Québec, qui était jusqu'à tout récemment hébergé par le ministère de la Justice, mais depuis 3 ans, depuis le projet de loi 6, en fait, qui a transféré l'administration du registre au commissaire. Donc, c'était une lacune qui existait depuis 20 ans. On a travaillé à monter la nouvelle plateforme de divulgation des activités de lobbyisme au Québec, qu'elle soit plus simple, qu'elle soit plus efficace. On avait d'ailleurs un objectif de résultat qui est introduit à l'article 1 de notre loi, ce qui est une rareté dans le corpus législatif québécois. Mais bref, le registre des lobbyistes, c'est un outil qui est en ligne, qui est gratuit et qui est obligatoire. Alors oui, on a un monopole et on a construit cette nouvelle plateforme-là pour que les gens puissent consulter, évidemment, les activités lobbyistes, aller les inscrire lorsqu'ils sont des lobbyistes ou des représentants d'entreprise. Et ensuite, pour que le public puisse consulter et voir, donc, c'est par le registre que la transparence va s'illustrer. Je conclus. En fait, je conclus sur... je ne sais pas s'il y avait des... Est-ce qu'on s'arrête pour des questions en cours de route? Non, il n'y a pas de questions en cours de route. Je ne préférerais pas, étant donné qu'on n'a pas le droit de captation d'image de tous les participants, donc on garde ça pour les 30 dernières minutes. C'était juste une excuse pour prendre une gorgée d'eau. Donc, alors, une fois tout ça dit, la loi, à quoi on sert et ce que sont les fondements, finalement, de notre régime, quand je suis arrivé en 2017, il y avait un projet de loi de réforme de la loi qui avait été déposé en 2015 par l'ancien commissaire au lobbyisme et qui était malheureusement resté sur les tablettes parce que, notamment, il y avait des oppositions fortes de certains groupes à être assujettis à la loi, puis on pourra en reparler. Alors, avant de déposer un nouveau projet de loi et de recommencer un peu ce tour de roue, on s'est posé la question, OK, c'est quoi les enjeux réels de cette loi-là? Qu'est-ce qu'on veut corriger? Et qui peut nous dire, surtout, ce qu'on a à corriger pour être meilleur? Parce que ça a été ça, l'inspiration. C'est ce qui nous a mené éventuellement au travail avec l'OCDE, mais à la base, ce qu'on a fait, c'est un diagnostic de notre loi. C'est-à-dire, c'est quoi les enjeux qu'on identifie? On en a identifié de 3 types. Contextuels, j'en ai parlé, c'est-à-dire la vision négative, la stigmatisation des acteurs résultant principalement du contexte, mais aussi, c'est mondial, le lobbyisme, les gens essaient de ne pas toucher à ça avec une pôle de 12 pieds, là, ils ne veulent pas en entendre parler, ou encore moins dans certains cas, se faire affubler de l'étiquette de lobbyiste. Donc, il y avait des éléments contextuels qui résultent de l'adoption de la loi en 2002. Des éléments conceptuels, c'est-à-dire faire cette distinction entre le lobbyisme, c'est pour ceux qui veulent aller chercher de l'argent, c'est ceux qui veulent faire de l'argent, c'est pour s'enrichir. Alors, c'est ça l'objectif. Alors que ceux qui ne font pas des activités à but lucratif, les représentations qu'ils feraient ou les influences qu'ils tentent d'avoir auprès des gouvernements ou des décideurs publics seraient plus justifiables ou plus nobles, si on veut. Et là, il y a des enjeux éthiques et aussi, il y a des enjeux d'équité qui vont s'appliquer. Ça fait partie des enjeux ou des défis conceptuels qu'on a identifiés. Et l'autre, c'est celui dont j'ai parlé aussi, c'est-à-dire la responsabilité individuelle. À la base, moi, comme vous l'avez dit au tout début, j'ai commencé ma carrière à travailler pour des entreprises comme avocat en droit corporatif, pour ensuite travailler pour l'AMF pendant longtemps. Donc, j'ai vu beaucoup d'interactions avec les entreprises. Et les activités de lobbyisme ne sont jamais faites pour soi.
elles sont toujours accomplies pour un tiers. Le tiers, c'est soit l'entreprise qui nous emploie, ou encore, le tiers, c'est un client qui nous rémunère. Donc, par exemple, comme avocat, si on a un mandat d'activité de lobbyiste, on va se faire payer par notre client. Donc, on représente des intérêts tiers. C'est nous qui faisons les représentations comme lobbyiste conseil. Si je suis à l'emploi d'une entreprise, peu importe laquelle, et que je rencontre un ministre pour faire part de mon projet et demander un financement, que je sois directeur des communications gouvernementales ou peu importe le titre qu'on peut me donner, je représente l'entreprise, mais je ne fais pas la représentation pour moi comme citoyen. Donc, c'est important, cette distinction-là. Mais la loi n'a pas fait ça. La loi, en 2002, a vraiment en fait donné une responsabilité soit au lobbyiste conseil, c'est-à-dire à l'individu, soit au plus haut dirigeant de l'entreprise. Donc, on a vraiment visé des individus et non pas une responsabilité corporative. Et quand il y a une responsabilité corporative, bon, on va retrouver des éléments de gouvernance, d'organisation, de structure et donc aussi une certaine gestion de l'éthique et de la déontologie par l'entreprise parce que c'est son image qui va être affectée par un scandale ou une mauvaise presse qui pourrait sortir. Donc ça, c'est un enjeu conceptuel important. Finalement, des enjeux plus techniques, notamment le registre des lobbyistes, mais je dirais que dans ce régime-là, ben, on a réglé pas mal les deux enjeux les plus grands parce qu'on avait un régime bicéphale, d'une part, le ministère de la Justice administrait le registre, et d'autre part, le registre qui était désuet et qui était décrié par plusieurs, on l'a remplacé par une nouvelle plateforme beaucoup plus simple et efficace, non parfaite, qui va continuer d'évoluer à travers les années, mais très, très axée sur les besoins des usagers. Donc, les enjeux techniques sont moins présents aujourd'hui qu'ils ne pouvaient l'être en 2019, quand on a déposé ce premier rapport à l'Assemblée nationale. Et donc, notre diagnostic identifiait les enjeux, l'énoncé de principe qui le suit, faisait état de nos recherches à travers le monde, je dirais, principalement dans certaines juridictions qui ressemblent au Québec, évidemment le Canada et les autres provinces canadiennes, l'Europe, le Parlement européen venait d'adopter aussi un régime assez récent. Il y avait l'Irlande, il y avait l'Écosse, plusieurs juridictions américaines aussi. On a fait un tour vraiment de piste de tout ce qui se faisait et on a regardé, bien évidemment, les grands principes qui avaient été énoncés par des organisations internationales, dont l'OCDE. Il y avait aussi la Sunlight Foundation et une autre dont j'oublie le nom, peut-être que Isabelle pourra nous le dire. Mais donc, il y avait plusieurs de ces grands principes qui avaient été énoncés et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est prendre ces grands principes-là et se dire, OK, lesquels sont applicables au Québec, lesquels nous permettraient de devenir meilleurs et de reprendre ces grands principes-là pour nous faire un énoncé. Donc, l'objectif ici, il n'était pas de déposer un projet de loi, mais d'amener les parlementaires à faire une réflexion en profondeur sur les besoins d'amélioration du cadre législatif québécois. Et cet énoncé de principe-là a été complété par une étude de la chaire qui portait sur des éléments bien précis. Donc, quelques grands principes qui ont été énoncés et qui, évidemment, font l'objet des propositions de réforme qu'on souhaite. Ben, j'en ai parlé déjà, donc axer l'encadrement sur l'imputabilité corporative, donc sur le fait que ce soit l'entité qui soit responsable des activités de lobbyisme et non l'individu. Éviter des seuils d'application parce qu'à travers ces seuils-là, on perd une grande partie des activités de lobbyisme pertinentes et on pourra y revenir. De définir un champ d'application sur la pertinence de l'information pour le citoyen et non pas sur qui fait l'activité de lobbyisme. Présentement, notre loi, c'est ce qu'elle fait. Mais qu'est-ce qui est pertinent pour le citoyen? Est-ce que les contrats de 3 000 $ sont encore pertinents pour le citoyen? Aujourd'hui, notre loi vise tous les contrats, peu importe le montant. Elle vise tous les permis, toutes les autorisations. Est-ce que c'est beaucoup trop d'informations pour les citoyens? Et il n'y a pas non plus de différence entre faire de l'influence auprès du gouvernement ou des parlementaires et faire de l'influence auprès de sa propre municipalité de 3 000, 5 000, 10 000, 500 000 habitants. Alors que les activités sont parfois très différentes et ça, l'OCDE aussi en a parlé spécifiquement dans son rapport.
finalement miser sur une loi qui est axée sur la conformité administrative plutôt qu'une loi pénale et disciplinaire. Parce que essentiellement, ce qu'on a comme principales infractions, ce sont des retards ou l'omission de déclarer des activités. Alors, quand on est dans l'omission de déclarer des activités, il peut y avoir différents motifs. Quand on est dans un retard, par contre, la personne est déjà transparente et nous, ben, quand on voit une infraction, on est obligé de l'envoyer au pénal. Et ça, bien évidemment, un procès pénal, ça coûte à peu près 10 000 $ par jour aux contribuables québécois. On pense que c'est pas souhaitable, c'est pas viable. Et donc, ce serait préférable d'être plutôt dans un régime plutôt axé sur les sanctions administratives que sur les sanctions pénales. Donc, ça fait un grand tour des principes, des grands principes qu'on a énoncés dans notre énoncé de principe. Merci infiniment, c'était très clair, ça a suscité plein de questions. On va faire un effort de les garder pour après. Et j'aimerais maintenant demander à Pauline Bertrand de nous brosser un portrait de son rapport de l'OCDE en 25 minutes, si elle le peut, en essayant d'intégrer peut-être les points suivants, les constats positifs et négatifs, c'est-à-dire ce qui pose problème dans l'encadrement des activités de lobbyisme selon l'OCDE au Québec. C'est-à-dire quels sont les principaux risques éthiques qui sont plus ou moins bien contrôlés par la loi. Ensuite, les recommandations qui sont adaptées au contexte québécois et peut-être des exemples de bonnes pratiques, qu'elles soient adaptées ou non au contexte québécois, qui sont identifiées ailleurs dans le monde, avec au milieu de tout ça peut-être une explication des tendances en matière de pratiques de lobbyisme qui vous inquiètent ou pour lesquelles il va falloir qu'on mette à jour presque en continu la législation. Merci. Merci beaucoup, Marion. Alors, du coup, je vais vous présenter, comme l'a dit Marion, les travaux de l'OCDE sur le lobbying, également les principales conclusions qu'on a faites sur le régime d'encadrement québécois et les recommandations aussi qu'on propose pour améliorer le dispositif. Donc, je vais vous parler très brièvement d'abord de ce que c'est que l'OCDE, comment nous travaillons et également ce que nous faisons sur le lobbying. Ensuite, j'irai en profondeur sur le rapport de l'OCDE sur l'encadrement du lobbying au Québec. Je passerai aussi un petit peu de temps, comme l'a dit Maria, à vous présenter quelques bonnes pratiques et leçons tirées des expériences internationales. Et je finirai avec voilà, les nouvelles tendances et les risques émergents et ce que ça implique pour les travaux futurs de l'OCDE sur cette question. Donc, pour commencer sur l'OCDE, qui nous sommes et voilà, ce que nous faisons sur le lobbying, nous sommes une organisation internationale qui œuvre pour la mise en place de politiques publiques meilleures pour une vie meilleure. C'est notre slogan en quelque sorte. Et nous le faisons bien sûr en coopération avec les gouvernements, mais aussi le secteur privé, les membres de la société civile. Nous sommes 38 pays membres. Le dernier pays membre qui nous a rejoints, c'est le Costa Rica en 2021. Et nous travaillons également aussi avec des pays partenaires. Et il y a aussi plusieurs pays qui sont actuellement candidats à l'accession. Donc, nous avons l'Argentine, le Brésil, la Bulgarie, la Croatie, le Pérou et la Roumanie, voilà, pour lesquels on a enclenché un processus d'accession à l'OCDE. Donc, on travaille avec nos pays membres et partenaires, mais je tiens aussi à préciser qu'on travaille aussi avec des pays non membres qui peuvent solliciter notre aide, notamment sur les questions du lobbying. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, récemment, nous avons publié un rapport sur le lobbying à Malte. Donc, on peut aussi apporter notre soutien à des pays non membres. Ce que nous faisons, donc nous fournissons des données et des analyses comparatives pour justement éclairer les politiques publiques. Nous encourageons les gouvernements et nous les réunissons ensemble justement pour qu'ils puissent échanger sur les bonnes pratiques, ce qui marche dans un certain pays et qui peut être adapté dans d'autres pays. Et enfin, nous développons des normes internationales. Et ça, c'est vraiment le cœur de notre mission, les standards de l'OCDE. Ils prennent la forme d'instruments juridiques. Et ces instruments juridiques peuvent être soit juridiquement contraignants. Peut-être que vous avez entendu parler, par exemple, de la Convention anticorruption de l'OCDE. Mais nous avons aussi des instruments juridiques non contraignants et nous appelons ces instruments des recommandations. Alors, ils ne sont pas juridiquement contraignants, mais représentent la volonté politique de nos membres. Ça veut dire qu'il y a une attente lorsque les pays adhèrent à ces recommandations, qu'ils fassent le nécessaire pour mettre en œuvre les principes énoncés dans les recommandations. Donc, sur l'intégrité publique et la lutte contre la corruption, nous avons 3 recommandations principales.
Notre recommandation principale, c'est celle sur l'intégrité publique qui a été adoptée en 2017. Nous avons aussi une recommandation sur les lignes directrices pour la gestion des conflits d'intérêts dans le service public qui date de 2003, donc qui est un peu plus ancienne. Mais là, je vous ai mis le texte en fait, de la recommandation sur l'intégrité publique qui concerne le lobbying. Et on voit dans cette recommandation qu'elle encourage les pays à mettre en œuvre voilà, la transparence dans l'implication des parties prenantes, notamment permettre un accès à l'élaboration des politiques publiques et aussi empêcher ce qu'on appelle la captation des politiques publiques en instillant la transparence dans les activités de lobbying. Je souhaiterais passer un peu plus de temps sur notre recommandation principale sur le lobbying, qui est la recommandation de l'OCDE sur les principes pour la transparence et l'intégrité des activités de lobbying, qui a été adoptée en 2010. Ça a été à l'époque la première recommandation internationale qui justement traitait des risques liés aux activités de lobbying. Et surtout, cette recommandation a été dans le contexte de la crise financière de 2008, où à l'époque, il y avait voilà, des données, notamment dans la littérature, qui montraient un lien entre lobbying opaque et pratiques à risque sur les marchés financiers. Donc finalement, l'adoption de cette recommandation a été l'une des réponses majeures de l'OCDE à la crise financière de 2008. Cette recommandation est fondée sur 10 principes et 4 objectifs principaux. Le premier, c'est la participation au processus de l'élaboration des politiques publiques, donc permettre cette participation. Deuxièmement, accroître la transparence. Troisièmement, favoriser une culture d'intégrité. Et quatrièmement, élaborer des mécanismes pour une application en respect des règles et un réexamen efficace. Et cette recommandation, elle s'est avérée utile pour nos pays membres, pour ceux qui justement avaient des débats sur l'adoption d'une loi sur le lobbying, ou ceux où c'est les juridictions qui justement étaient dans un processus de révision de leur loi. Et Jean-François l'a mentionné, voilà, le Québec a utilisé cette recommandation pour faire le diagnostic de la loi au Québec. Et c'est vraiment sur la base de cette recommandation que nous apportons notre soutien aux pays membres de l'OCDE. Donc c'est pour ça que, voilà, que je voulais un peu introduire mon propos par cette recommandation-là. Nous avons publié une série de rapports sur le lobbying, notamment en 2014, un rapport de suivi donc, qui évaluait comment les pays de l'OCDE avaient mis en œuvre les principes de la recommandation. Et l'une des conclusions de ce premier rapport de suivi, ça avait été finalement que, effectivement, on voyait que les réglementations étaient souvent adoptées en réaction à des scandales et ne traitaient pas finalement des risques de manière substantielle, et c'était vraiment souvent des réactions rapides à des scandales liés au lobbying. En 2021, nous avons publié un deuxième rapport qui s'intitule « Le lobbying au XXIe siècle, transparence, intégrité et accès ». Et ça, c'est le deuxième rapport de suivi. Donc, en fait, dans ce rapport, nous avons beaucoup de données sur comment les pays de l'OCDE ont mis en œuvre les principes de la recommandation. Et nous regardons aussi les risques émergents, les tendances à l'œuvre, notamment l'essor des médias sociaux qui ont bouleversé un petit peu le paysage du lobbying, mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc voilà pour ce que nous faisons sur le lobbying. Maintenant, sur notre rapport sur le Québec, notre rapport a été publié donc, cette année, le 17 mars, à l'occasion d'un webinaire que vous pouvez regarder en ligne. Donc, le rapport est disponible en français et en anglais. Et nous avons également publié une synthèse des ateliers de consultation que nous avons fait, que vous pouvez également consulter en ligne. L'objectif de ce rapport, il était double. Premièrement, fournir une analyse ciblée du cadre législatif et réglementaire en matière de transparence et d'intégrité des activités de lobbying au Québec, et également évaluer la proposition de réforme du commissaire en les situant justement par rapport à la recommandation de l'OCDE. Et deuxièmement, proposer des recommandations concrètes et adaptées au contexte québécois. Et justement, parce que l'objectif n'était pas de dire il faut dupliquer ce qui se passe dans une autre juridiction au Québec, nous avons organisé des entretiens et également des ateliers de consultation avec différentes parties prenantes pour justement favoriser un dialogue politique avec ces parties prenantes, notamment les lobbyistes assujettis, mais également, par exemple, les organismes à but non lucratif non assujettis.
S'agissant des principaux constats, déjà, premièrement, notre rapport souligne les forces du régime québécois. Comme l'a dit Jean-François, et c'est aussi les conclusions de l'OCDE, à ce jour, la loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbying au Québec reste l'une des plus complètes au niveau de l'OCDE. Donc ça, c'est souligné et que, effectivement, le fait que cette loi donne de la légitimité à l'activité de lobbying a permis aussi de réelles avancées en matière de transparence, qui sont incontestables. L'un des points positifs de la loi aussi, c'est qu'on a un même cadre légal qui s'applique aussi bien pour les activités de lobbying qui visent le gouvernement du Québec qu'aux activités s'exerçant au niveau municipal. Et ça, c'est un point fort puisque ça permet une certaine cohérence et ça évite aussi, par exemple, à certains lobbyistes qui sont actifs au niveau municipal et au niveau de la province du Québec de devoir s'enregistrer dans plusieurs registres. On voit beaucoup ça, notamment aux États-Unis, où il y a des lois au niveau des États et surtout des lois pratiquement dans toutes les villes majeures, où donc du coup, ça fait plusieurs registres sur lesquels il faut s'enregistrer pour les lobbyistes. Voilà pour les principaux points forts. Pour ce qui est des principaux défis, Jean-François les a mentionnés, effectivement, les termes lobbying et lobbyiste restent connectés très négativement au Québec. Et ça, on a pu s'en rendre compte dans les différents entretiens qu'on a pu mener. Et effectivement, les organismes à but non lucratif restent très opposés à leur assujettissement à la loi. Et malgré les ateliers qu'on a pu faire, cette position, ils sont restés sur cette position. On a divisé le rapport en 3 chapitres principaux. Le premier regarde le champ d'application de la loi, donc les définitions de lobbyiste et lobbying. Un deuxième chapitre sur la transparence et un troisième chapitre sur l'intégrité des responsables publics et de ceux qui influencent. Donc pour ce qui est du premier chapitre sur le champ d'application, effectivement, et Jean-François l'a mentionné, la loi couvre un champ très large de décisions publiques qui pourrait davantage être modulé en fonction du palier de gouvernement, c'est-à-dire le palier municipal ou le gouvernement du Québec, ou au niveau municipal, par exemple, les décisions publiques pourraient être plus restreintes, notamment en appliquant des seuils, par exemple, pour les contrats ou les subventions qui sont accordées pour éviter que des activités de lobbying parfois qui se déroulent une seule fois sur des petits montants doivent être enregistrés au niveau municipal. L'un des constats majeurs aussi, effectivement, c'est que l'obligation de transparence ne pèse que sur certains acteurs qui, comme l'a dit Jean-François, supposent la recherche d'un bénéfice pécuniaire et corporatif, et que ces critères, selon l'OCDE, sont assez peu lisibles et surtout, on considère que ces critères portent atteinte finalement à l'objectif de la loi, qui est de faire la transparence sur les activités de lobbying, et puis que cette démarcation entre intérêts corporatifs non corporatifs a pu davantage en fait accentuer les perceptions qu'il y avait du bon et du mauvais lobbying, et que le mauvais lobbying devait être réglementé, et que le bon lobbying des organismes à but non lucratif ne posait aucun risque finalement. Donc nous recommandons dans le rapport effectivement de délimiter un périmètre d'acteurs assujettis selon la nature de leur communication d'influence et non selon le type d'acteur, tout en prévoyant un régime d'exception. C'est le cas dans toutes les juridictions qui ont une loi sur le lobbying, qu'effectivement, il peut y avoir des exceptions qui sont légitimes, notamment, par exemple, pour les petits organismes qui sont surtout actifs au niveau municipal. Et enfin, sur la définition du lobbying, donc sur les activités qui sont considérées comme du lobbying, nous soulignons qu'elle n'est plus adaptée à l'évolution des pratiques de lobbying et nous recommandons notamment au Québec de couvrir ce qu'on appelle les appels au grand public, c'est-à-dire toutes les activités de lobbying, ce qu'on appelle le lobbying indirect. Et je vais donner l'exemple du Canada, puisqu'au niveau fédéral, parmi les communications qui sont couvertes, donc on a les rencontres, tout ce qui est communication écrite aussi, mais aussi les appels au grand public qui sont définis comme un appel au grand public directement ou au moyen d'un média à grande diffusion pour persuader celui-ci, les titulaires de charges publiques, donc, de communiquer directement
avec le titulaire d'une charge publique en vue de faire pression sur lui afin qu'il appuie un certain point de vue. Donc, c'est toutes les activités qui consistent à influencer l'opinion publique pour que l'opinion publique ensuite vienne influencer les décideurs publics. Donc ça, c'est aussi une des recommandations. Sur le chapitre sur la transparence, sur les informations qui sont rendues publiques, cela pourrait être amélioré, notamment le registre ne permet pas de savoir finalement quelle a été la décision publique qui a été visée par les activités de lobbying. Et donc, encore une fois, que ça peut être un obstacle à la transparence. Et nous recommandons donc qu'il y ait un enregistrement initial des lobbyistes et qu'ensuite, il y ait des déclarations régulières où les lobbyistes puissent dire sur quel type de décision et la décision précise, par exemple un texte de loi sur lequel ils ont cherché à influencer. Et également pour le régime de sanctions, Jean-François l'a mentionné, mais de permettre des sanctions administratives pécuniaires qui soient adaptées en fonction de la gravité de la violation de la loi et que ces sanctions puissent, puissent être appliquées aussi aux personnes morales. Et enfin, sur l'intégrité, effectivement, nous recommandons de davantage responsabiliser les responsables publics, puisque la loi, finalement, fait peser l'ensemble des obligations de transparence ou de déontologie sur les lobbyistes, mais qu'il n'y a pas de responsabilité pour les responsables publics. Donc, nous recommandons, par exemple, de responsabiliser en partie les agents publics, par exemple, en leur demandant de vérifier que les lobbyistes sont bien inscrits ou qu'ils ont l'intention de s'inscrire, et également de mettre en place ce qu'on appelle des initiatives d'agenda ouvert, c'est-à-dire d'obliger certains responsables publics avec un certain degré de responsabilité de pouvoir publier leur rendez-vous avec les lobbyistes. Voilà pour les principales conclusions et recommandations pour le Québec. Alors maintenant, où est-ce que se situe le Québec par rapport aux pays membres de l'OCDE? Je l'ai dit, voilà, ça reste un très bon régime d'encadrement. Mais voilà, comme on l'a vu, cette loi a 20 ans et donc elle nécessite quelques révisions. Par rapport aux autres pays de l'OCDE, ce qu'on voit effectivement, c'est que au cours des 10-15 dernières années, de nombreux pays ont décidé d'adopter des réglementations sur le lobbying. Et il y a beaucoup également de discussions en cours, que ce soit des discussions sur l'adoption de réglementations ou de révision. Parce qu'il y a beaucoup de pays, effectivement, qui ont adopté leur loi il y a peut-être 10-15 ans aussi et qui se rendent compte qu'aussi il y a peut-être des lacunes à combler. Mais les enseignements qu'on a tirés au niveau de l'OCDE, premièrement, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de solution unique. Le but, ce n'est pas vraiment de dupliquer ce qui se fait dans un pays dans un autre, mais vraiment de prendre en compte le contexte. Mais il y a quelques éléments clés à avoir. Et je pense qu'on en a déjà discuté depuis le début de cette conférence, mais il faut évidemment un champ d'application clair et des définitions dénuées de toute ambiguïté. Notamment sur ce qui est le lobbying et ce qu'est un lobbyiste. Donc, qui est considéré comme lobbyiste? Quelles sont les activités qui sont considérées comme du lobbying? Quel type de décisions publiques sont la cible du lobbying et quelles catégories de responsables publics sont la cible du lobbying? Ensuite, on a besoin d'exigences de transparence qui permettent de fournir aux citoyens des informations pertinentes sur les aspects clés du lobbying, à savoir leur objectif, les bénéficiaires, éventuellement les sources de financement et les décisions qu'ils cherchent à influencer. Et ça, c'est clé parce que si les registres de lobbying ne sont que de simples, disons, annuaires avec une liste de noms de lobbyistes sans vraiment qu'on puisse savoir quels sont l'objectif de leurs activités, ça ne permet pas vraiment d'atteindre les objectifs de la loi. Ensuite, je l'ai dit, des règles et des lignes directrices qui fixent des standards d'intégrité pour les agents publics comme pour les lobbyistes, des procédures qui visent à promouvoir un respect des règles et aussi des moyens pour parvenir à cet objectif. Et enfin, intégrer le cadre relatif au lobbying dans le cadre plus large d'intégrité, justement, qui vise à développer une culture d'intégrité dans l'ensemble du gouvernement et de la société.
Pour ce qui est de la transparence, au niveau des pays de l'OCDE, on a 22 pays, donc sur 38, qui ont adopté des outils de transparence sur le lobbying. La plupart des pays ont un registre public en ligne dans lequel les responsables publics ou les lobbyistes, ou les deux, doivent s'enregistrer et indiquer voilà, des informations sur leurs échanges, leurs interactions. Une approche parfois complémentaire, et je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la politique d'agenda ouvert, c'est-à-dire une obligation pour certains responsables publics de publier des informations sur les réunions qu'ils ont avec les lobbyistes. Donc, on a ça, par exemple, au Royaume-Uni. D'ailleurs, le Royaume-Uni, c'est en plus d'un registre de lobbying, donc ça permet aussi de vérifier les informations dans chaque registre. Et enfin, ce qu'on appelle l'empreinte législative ou normative, c'est-à-dire la publication ex post de données sur la manière dont les décisions publiques sont prises. C'est-à-dire, par exemple, une fois qu'une loi est adoptée, qu'un document puisse être rejoint à la loi qui résume l'ensemble des actions de lobbying qui ont été menées justement pour influencer cette loi. Sur les tendances qu'on voit à l'œuvre au sein de l'OCDE, il y a 22 pays qui ont des outils de transparence, mais en fait, ce que notre rapport de 2021 montre, c'est que cette transparence est souvent incomplète. C'est-à-dire que dans les registres ou dans l'information qui est rendue publique, on a l'accent qui est mis sur qui mène des activités de lobbying, donc le nom du lobbyiste, mais moins sur pour le compte de qui, c'est-à-dire les bénéficiaires finaux des activités de lobbying. Et également, la transparence est insuffisante sur quelles décisions et institutions publiques sont la cible des activités de lobbying. Et ça, je l'ai mentionné pour le Québec, par exemple, c'est quelque chose qui manque actuellement dans la loi québécoise. Et si on regarde ce graphique, on voit qu'au sein des pays de l'OCDE, sur les 22 qui ont une transparence sur les activités de lobbying, seuls 8 pays et l'Union européenne, justement, permettent, quand on consulte le registre, de voir en fait quelle a été la décision publique ou la loi qui a été la cible des activités de lobbying. Également sur comment l'influence est exercée. Je l'ai mentionné, mais on voit de plus en plus aujourd'hui de lobbyistes qui utilisent ce qu'on appelle des mouvements à la base ou des campagnes sur les réseaux sociaux, justement pour influer le débat public et indirectement les responsables publics. Sauf qu'aujourd'hui, on voit qu'il n'y a que 2 juridictions qui exigent la transparence sur ces activités. Donc, on a le Canada, et je l'ai mentionné tout à l'heure, mais la loi couvre en fait ce qu'on appelle les appels au grand public. Et l'Union européenne aussi, le nouvel accord interinstitutionnel qui a été adopté en 2021 couvre parmi les activités qui sont considérées comme du lobbying, ce qu'on appelle la mise sur pied de campagnes de communication, de plateformes, de réseaux et d'initiatives de terrain. Voilà, donc toutes ces initiatives en fait qui cherchent à influer sur un débat, sur une question de politique publique, peuvent être considérées comme du lobbying. Donc c'est résumé sur ce graphique. On voit effectivement qu'il n'y a que 2 juridictions où le lobbying par le biais d'appels au grand public, notamment l'utilisation des réseaux sociaux comme outil de lobbying, n'est couvert que dans 2 juridictions. Ensuite, sur l'intégrité, parce que là, j'ai couvert la transparence, mais la transparence ne suffit pas. Les responsables publics et les lobbyistes ont besoin aussi de standards d'intégrité et de lignes directrices sur comment ils sont autorisés à interagir entre eux. Et je vous ai mis cette petite caricature qui résume bien le fond du problème, où parfois on a des standards qui sont imprécis ou voire inexistants. Or, même si les responsables publics et les lobbyistes veulent agir de manière éthique, parfois, sans s'en rendre compte, ils peuvent perdre un peu leur boussole éthique, et ça, c'est normal, parce qu'on n'est pas il n'y a pas de super-héros de l'éthique. On peut tous faire face à des situations de conflit d'intérêts, d'influence indue. Donc, c'est important, en fait, que finalement, la réglementation du lobbying n'est pas une question juridique, c'est aussi une question éthique, justement, pour les responsables publics et pour les lobbyistes. Ce qu'on voit à l'œuvre dans les pays de l'OCDE, c'est que souvent, il y a des normes d'intégrité existantes, tant pour les responsables publics que pour les lobbyistes, qui peuvent être contenues dans des lois sur le lobbying, des codes de conduite ou des règlements spécifiques. Mais dans la plupart des pays, par exemple, pour le cadre d'intégrité pour les responsables publics, on se rend compte qu'il est limité finalement à
réglementer ce qu'on appelle les portes tournantes, donc le passage vers le privé, ou alors le passage du privé vers le public et les périodes de carence, mais qu'il n'y a pas vraiment d'autres standards d'intégrité, par exemple sur la gestion des conflits d'intérêts, ou alors qu'est-ce qu'un responsable public doit faire quand il reçoit une offre d'emploi de la part d'une entreprise ou d'un gouvernement étranger. Voilà, tout ce qui est aussi, par exemple, comment est-ce qu'un responsable public peut évaluer les données ou les informations qu'il reçoit d'un lobbyiste, voilà, qui peuvent aussi parfois peut-être être erronées. Voilà, donc tous ces standards pour les responsables publics, on voit qu'ils sont manquants dans la plupart des pays de l'OCDE. Et pour ce qui est des lobbyistes, on a des codes de conduite en place, et notamment au Québec et au Canada, aussi pas mal d'autorégulation, où souvent, par exemple, les associations de lobbying, les grandes entreprises ont des codes de conduite sur le lobbying, mais souvent, ceux-ci peuvent manquer de cohérence, ou parfois laisser une grande place à l'interprétation. Donc, quelques exemples de bonnes pratiques, qu'elles soient, comme l'a mentionné Marion, adaptables ou non. Au Québec, même si voilà, dans le rapport, on cite beaucoup de pratiques internationales qu'on a utilisées justement et qui étaient adaptables au Québec. Jean-François l'a mentionné, il y a une très bonne loi en Europe qui est la loi irlandaise sur le lobbying, qui a été adoptée en 2015. Et la grande force de cette loi, c'est qu'elle a été vraiment développée à la suite de nombreuses consultations avec les lobbyistes, avec les responsables publics, avec les ONG, et qu'on a finalement aujourd'hui un très large soutien à la loi, même s'il y avait des inquiétudes au départ, notamment d'organismes de la société civile qui ont exprimé des inquiétudes sur est-ce que ça ne va pas finalement m'empêcher de conduire mes activités d'influence. Et ce que ces organismes disent aujourd'hui, finalement, c'est qu'en fait, la loi nous donne une certaine légitimité et nous permet de nous rendre plus visibles aussi et d'exercer nos activités dans un cadre bien précis. Mais donc, du coup, le registre s'applique aussi bien aux entreprises qu'aux organismes de la société civile. Voilà, il ne fait pas de distinction entre acteurs. Le registre couvre les représentations faites auprès d'un large éventail de responsables publics, et surtout les données qui sont publiées permettent voilà, de savoir qui a fait du lobbying, qui en a fait l'objet, pour le compte de qui, quels ont été les sujets couverts, quels étaient les résultats escomptés du lobbying. Donc, on a vraiment un registre qui est assez complet et aussi également un code de conduite qui a été adopté en 2018. Je vous ai également mis l'exemple français, où on a un registre qui a été adopté, une loi qui a été adoptée en 2016 et un registre qui est en place depuis 2017. La grande force de ce régime d'encadrement, en fait, c'est la plateforme de lobbying en France, et Carrefour Lobby Québec ressemble un peu aujourd'hui à cette plateforme. En fait, l'idée, c'est que finalement, on ne rend pas seulement public les données qui sont enregistrées, mais on peut en faire aussi des analyses. Donc, en fait, c'est un registre qui publie des analyses thématiques sur certains thèmes, des statistiques, voilà, qui contient beaucoup d'informations sur le lobbying et qui justement contribue à un peu dédramatiser cette activité. Je vous ai mis l'exemple du Chili aussi, puisqu'il est assez intéressant, puisqu'il fait peser l'obligation de déclaration non pas sur les lobbyistes, mais les responsables publics. Et la loi inclut aussi un certain nombre d'obligations pour les responsables publics. Ce qui est vraiment intéressant avec le Chili, c'est un exemple assez clair de ce qu'on peut faire avec les données qui sont enregistrées. Donc, on voit ici, par exemple, un très bon exemple de visualisation en ligne. On peut faire des recherches filtrées en fonction des responsables publics, des entreprises, des lobbyistes. Donc, on peut voir vraiment tout un éventail de données qui sont compilées. Et enfin, dernier exemple, mais vous le connaissez probablement très bien, c'est la loi fédérale du Canada qui est à ce jour, je pense, parmi les pays de l'OCDE, l'une des plus complètes, enfin en tout cas parmi les 3 les plus complètes, notamment parce qu'effectivement, il y a une loi, un code de déontologie, une loi qui inclut une période de carence sur le lobbying, un registre qui fournit des informations détaillées et qui est mis à jour tous les mois, donc ça c'est intéressant aussi. La loi couvre effectivement les appels au grand public. Et surtout, la loi aussi couvre aussi les activités de lobbying réalisées au nom de gouvernements étrangers. C'est-à-dire que les lobbyistes conseils qui représentent des intérêts des gouvernements étrangers sont soumis aux mêmes obligations. Donc voilà un petit peu pour les bonnes pratiques, et je terminerai dans les 2-3 minutes qui me restent sur les risques émergents
et ce que ça implique pour les travaux de l'OCDE. Je l'ai déjà mentionné, mais dans la recommandation de l'OCDE de 2010, dans la plupart des pays, on a une définition assez restrictive du lobbying, donc qui est définie comme une communication directe entre un agent public et un lobbyiste, mais que finalement, aujourd'hui, le lobbying, c'est une activité qui est bien plus vaste et bien plus complexe. Et on l'a vu, par exemple, avec l'essor des réseaux sociaux, que de plus en plus d'entreprises, de lobbyistes utilisent les réseaux sociaux pour justement influencer les politiques publiques. Donc ça, c'est un enjeu assez clair. Et donc, du coup, ce que nous disons dans notre rapport de 2021, c'est vraiment qu'il faut que les réglementations soient adaptées finalement aux enjeux du 21e siècle et à l'évolution des pratiques de lobbying. Deuxième enjeu important, je l'ai mentionné avec le Canada, mais on voit qu'il y a très peu de transparence dans les pays de l'OCDE sur le lobbying au nom des gouvernements étrangers. On voit de plus en plus de gouvernements étrangers qui influencent en dehors des canaux diplomatiques classiques et qui utilisent finalement des pratiques de lobbying qui sont les mêmes que celles utilisées par les entreprises, où ils utilisent des cabinets de lobbying, parfois recrutent des lobbyistes parmi les anciens responsables publics dans un pays donné, financent des organisations de la société civile, financent des recherches dans le but d'influencer. Et ça, on voit que dans les pays de l'OCDE, il n'y a que 3 pays qui couvrent ce type d'activité et l'Union européenne. Donc aux États-Unis, avec la loi qu'on appelle Foreign Agents Registration Act, qui est considérée comme la plus vieille loi sur le lobbying au monde, puisqu'elle date de 1938. Et à l'époque, c'était justement pour contrer l'influence croissante du nazisme dans le pays. L'Australie a adopté une loi aussi en 2018. Le Canada, je l'ai dit, ses activités sont couvertes dans le même registre. Et depuis 2021, au sein de l'Union européenne, les activités de pays tiers sont couvertes lorsqu'elles sont menées par des entités sans statut diplomatique. Donc ça devient vraiment de plus en plus un enjeu important. Et je dirais, dernier enjeu, on voit de plus en plus aussi d'exigences de transparence, non seulement de la part des citoyens, mais aussi des actionnaires ou des investisseurs qui voient en fait de plus en plus les activités de lobbying des entreprises comme un risque réputationnel ou un risque pour leurs investissements. Et on voit de plus en plus en fait d'investisseurs, d'actionnaires qui exigent de la part des entreprises qu'elles soient plus transparentes sur leurs activités de lobbying et notamment qu'elles montrent que leurs activités de lobbying sont bien alignées à leurs engagements publics, par exemple sur les questions de durabilité ou de changement climatique. Donc on voit également aussi cette nouvelle tendance où il y a des exigences de transparence qui sont de plus en plus grandes de la part des citoyens. Donc, en conclusion, ce que ça implique pour l'OCDE, en fait, notre rapport conclut donc que notre recommandation doit être mise à jour. Et donc, nous avons un comité de la gouvernance publique à l'OCDE qui a enclenché un processus de révision de cette recommandation afin qu'elle soit adaptée justement aux risques émergents du 21e siècle. Et donc, en fait, nous sommes dans le processus de mise à jour de cette recommandation. Donc, voilà où nous en sommes. Je vous ai mis un peu le résumé de la vie de cette recommandation depuis 2010. Mais en fait, nous avons rédigé un projet de recommandation et nous avons actuellement une consultation publique. Alors, la consultation officiellement se termine aujourd'hui, mais si vous souhaitez commenter ou prendre connaissance du texte de la nouvelle recommandation ou nous faire part des commentaires jusqu'à la fin de semaine prochaine, ça peut être bon. Donc, je vous ai mis le lien en bas si vous souhaitez avoir accès au nouveau texte de cette recommandation. Et j'en termine là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pauline, pour cette présentation éclair, très riche et qui nous a permis de nous rendre compte de tout ce que fait l'OCDE depuis des décennies pour faire avancer l'intégrité et la transparence dans le secteur public. J'aimerais maintenant proposer à Luc Bégin de commencer d'ouvrir le bal des questions pour nos conférenciers, après quoi nous demanderons à l'assistance si certaines questions, d'ailleurs certaines ont été directement adressées personnellement à certains conférenciers pendant que vous parliez, mais donc on va d'abord écouter Luc, puis vous donner tous la parole. Très bien, merci. Je vais y aller quand même assez rapidement et avec 2 questions, mais qui pourraient se décliner en plusieurs sous-questions ensuite.
Puis question de laisser la parole justement aux participants. Je vous remercie beaucoup pour les deux présentations, c'est très éclairant. Et il y a déjà, dans ce que vous avez dit, des éléments de réponse, du moins à une de mes deux questions. Donc, je vais y aller avec celle-là, qui sera probablement la plus facile, qui concerne la question de l'écosystème des activités de lobbyisme. Vous en avez parlé chacun à votre façon, en prenant chacun un bout de cet écosystème. C'est-à-dire, il y a d'une part, ça a été souligné, il y a l'implication du commanditaire et ou bénéficiaire de l'activité de lobbyisme, l'entreprise, l'organisation, le client d'une part. Il y a le lobbyiste et il y a le titulaire d'une charge publique. Donc, on a ces trois éléments-là et la loi au Québec, elle s'est focusée uniquement sur ce qui se passe au milieu, c'est-à-dire le lobbyiste. Donc, on a adopté une perspective très individualisante de conception de l'activité du lobbyisme et forcément dès lors très réductrice. Et vous en avez parlé dans vos présentations, notamment M. Routier en parlant de l'imputabilité corporative qui serait donc quelque chose d'important à aller à travailler, à intégrer, si je comprends bien, même dans la loi. Sur la transparence et le lobbyisme. De votre côté, Mme Bertrand, vous avez parlé de la responsabilisation des agents publics également. Donc, chacun, vous avez parlé des deux zones d'ombre ou des points aveugles qu'on retrouve dans la loi actuellement. Je voudrais vous entendre simplement sur, vous avez déjà indiqué quelques grandes lignes de correctifs qui pourraient être apportés, mais j'aimerais savoir, d'après vous, est-ce que ces correctifs devraient être inscrits dans la loi très clairement? Est-ce qu'on devrait passer d'une incitation, parce qu'on est souvent sur le mode, on devrait inciter les responsables publics, on devrait passer de l'incitation à l'obligation. Est-ce qu'il faudrait aller là, et aller là notamment avec l'exemple que vous avez donné, Mme Bertrand, des politiques d'agenda ouvertes, mais j'ai quand même noté que lorsque vous en avez parlé pour certains fonctionnaires, en parlant du Chili, et je n'ai pas entendu qu'il en était question pour les élus. Donc, peut-être clarifier cette question-là, parce que pour moi, les deux pôles majeurs, c'est véritablement, oui, les titulaires de charges publiques, mais à commencer par les élus, responsabilisation des élus, et responsabilisation aussi des organisations, dans une perspective pour moi de responsabilité partagée et de prise en compte que c'est un écosystème qui est en question, dont il est question ici. Ce serait ma première question. Je ne sais pas qui veut commencer à réagir. Pauline, tu peux commencer si tu souhaites, ou sinon... oui, il y a beaucoup de choses dans ta question, Luc, mais je peux laisser Pauline répondre de façon plus... Du coup, je vais répondre sur la partie responsabilisation des responsables publics et sur finalement le passage de l'incitation à l'obligation. Effectivement, parmi les bonnes pratiques qu'on voit à l'OCDE, c'est quand certaines obligations sont inscrites soit dans la loi, soit dans un code, mais en tout cas qu'elles sont finalement juridiquement contraignantes pour les responsables publics. Et ça me paraît effectivement important d'inscrire clairement dans le cadre légal ce qu'on attend des responsables publics quand ils interagissent avec des lobbyistes et surtout quelles sont les choses à ne pas faire finalement. Et pour ce qui est de l'exemple du Chili, alors j'ai écrit fonctionnaire dans mes slides, mais alors c'est en fait, il y a des fonctionnaires, effectivement, certains fonctionnaires, mais ça s'applique aussi aux responsables publics au plus haut niveau. Donc, par exemple, ça concerne tous les ministres, tous les membres du Parlement, voilà, tous les responsables publics qui sont à des postes de décision clés doivent justement avoir cette politique d'agenda ouvert. Donc ça me paraît aussi intéressant d'avoir cette obligation-là, pas forcément pour tous les fonctionnaires, mais ceux qui sont à des postes clés, c'est le sens de notre recommandation pour le Québec, c'est de dire on peut effectivement apporter des révisions à la loi, mais on peut aussi avoir une politique complémentaire. Et complémentaire ne veut pas dire chevauchement, parce que j'ai donné par exemple l'exemple du Royaume-Uni, où justement le fait qu'on ait une politique d'agenda ouvert pour les ministres plus un registre de lobbyistes, en fait, permet
de vérifier, de faire une vérification croisée en fait des informations. Ou parfois certaines informations sont indiquées dans les agendas ouverts des ministres, mais ne le sont pas dans le registre, et ça permet justement parfois de lancer des investigations. Donc finalement, notre recommandation, c'est que ça ne concerne que certains responsables publics qui sont à des postes clés, comme les membres du gouvernement ou les membres de l'Assemblée nationale. Ça, c'est pour tout ce qui est obligation. Après, en plus des obligations, on peut avoir des lignes directrices, parce que le but, en fait, n'est pas forcément de codifier tous les comportements des responsables publics. Et c'est aussi dans les différents ateliers avec lesquels on a interagi avec certains maires, par exemple, au niveau local, qui nous disaient finalement aussi, si on commence à codifier tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il ne faut pas faire, après, voilà, ça devient presque inapplicable. Donc, l'idée, en fait, c'est de prévoir certaines obligations, grandes obligations dans la loi, et peut-être après pouvoir donner aux responsables publics des lignes directrices en disant voilà ce qu'il y a dans la loi, voilà ce qu'on vous conseille aussi, voilà comment appliquer finalement concrètement ce qu'il y a dans la loi dans vos travaux quotidiens. Donc je dirais oui, il y a besoin de certaines obligations pour responsabiliser les responsables publics, mais aussi des incitations par des lignes directrices. Merci. Alors, peut-être pour compléter sur cette portion-là, je pense effectivement qu'on n'a pas le choix d'avoir une modification législative pour rendre les entreprises responsables au Québec, parce que la loi n'impose pas cette responsabilité-là actuellement. Bien que, quand on a construit Carrefour, la nouvelle plateforme, on l'a construit en ayant ça en tête. On n'a pas créé cette obligation-là. Mais le jour où cette obligation-là arrive, la plateforme n'a même pas besoin d'ajustement. Elle fonctionne déjà en ayant créé cet écosystème où chacun des individus doit se rattacher à son entreprise pour déclarer ses activités, parce que c'est la vraie vie. Les individus vont bouger. Ils peuvent être dans une entreprise un jour, et le lendemain devenir titulaire de charge publique, puis redevenir lobbyiste conseil dans un cabinet quelques années plus tard. Et ce suivi-là, il est intéressant, il est important. L'écosystème, je dirais, numérique, il est prêt à ce changement-là, mais clairement, la responsabilité et le bénéfice de ça, c'est que quand c'est l'image de l'entreprise qui sera affectée par un scandale ou par une non-transparence, je dirais, il y a déjà des mécanismes de gouvernance à l'intérieur des entreprises pour ce genre de choses-là. Il y aura des réactions, il y aura de la gouvernance, il y aura et donc il y aura de l'autorégulation à l'intérieur de l'entreprise et même peut-être même à certains égards à l'intérieur de l'industrie. Donc, mais reste que je pense que ça prend une obligation. Du côté des titulaires de charge publique ou des décideurs publics, c'est toujours difficile d'aller créer des obligations, particulièrement pour les élus. Il y aura toujours de la réticence et même s'il y en a déjà, par exemple, sur des formations en éthique ou autres, elles ne sont pas toujours suivies. Alors, j'ai tenté plutôt d'avoir une approche différente, peut-être plus sournoise, certains diront, mais c'est de passer par ceux qui ont déjà des responsabilités au sein du gouvernement ou au sein des ministères. Parce que quand on donne une fonction à quelqu'un à l'intérieur d'un ministère, la personne va généralement faire sa job, faire son travail. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille très, très fort avec le Conseil du Trésor présentement pour que tous les répondants en éthique, il y a déjà des répondants en éthique dans tous les ministères et organismes du Québec, et que de rajouter le chapeau de répondants en lobbyisme pour tous les ministères et organismes du gouvernement du Québec. De cette façon-là, les gens qui auront ce chapeau, cette fonction, ils vont être formés d'une part par Lobbyisme Québec, mais aussi sensibilisés. Ils vont être des points de chute dans leur propre organisation pour répondre à des questions et ils vont être des divulgateurs, des dénonciateurs potentiels aussi lorsqu'ils voient ou constatent des activités qui ne sont pas éthiques ou correctes sur le plan de la transparence. Et ils ont déjà une sensibilité très forte à l'éthique puisqu'ils sont justement répondants en éthique et répondants notamment en matière de dénonciation d'actes répréhensibles. Alors, ça, c'est sans être une obligation,
par une directive du Conseil du Trésor. Donc, sans l'inscrire dans la loi, par une directive du Conseil du Trésor, on est capable de rejoindre tous les ministères et organismes et on fait la même démarche dans un programme qu'on appelle Transparence Plus, en fait. Transparence Plus, c'est tout ce qu'on ne peut pas faire parce que la loi ne l'impose pas, mais qu'on essaie de mettre en œuvre pareil. Et c'est un nouveau projet qu'on a sur la table. D'ailleurs, on a intégré certaines fonctionnalités dans Carrefour, dans le registre, qui ne sont pas des déclarations obligatoires. Donc, les gens n'ont pas l'obligation de déclarer ces informations-là et ne seront pas sanctionnés sur la base de la non-déclaration de ces informations-là, mais peuvent le faire. Et lorsqu'ils le font, ben, ils divulguent plus que ce que la loi exige. On va même faire un projet avec des organismes à but non lucratif qui seraient volontaires pour venir faire de la déclaration parce que certains croient que c'est dans leur bénéfice. En fait, c'est dans leur intérêt d'être présents au registre des lobbyistes du Québec. Et donc, on va avoir plusieurs tentatives, plusieurs éléments dans ce programme-là qui visent justement à élargir les fonctionnalités. Donc, on répond déjà en partie à travers la nouvelle plateforme à des recommandations qui nous ont été formulées par l'OCDE, d'une part. Et la plateforme va permettre aussi des ajustements dans le futur pour en ajouter encore et va nous donner les données, justement, un peu comme l'exemple du Chili. Là, on va être en mesure de produire des statistiques très claires sur quelles sont les institutions les plus visées, quels sont les lobbyistes les plus actifs, quelles sont les entreprises les plus actives, qui sont les niveaux de titulaires les plus actifs. Parce qu'on est allé de façon beaucoup plus granulaire dans Carrefour. On a divisé différentes choses. On pourrait y revenir, on pourra même vous montrer les écrans s'il y a des questions qui portent plus sur le registre. Mais bref, à travers le nouvel outil, sans modification législative et tout en étant conforme évidemment à la loi, on est capable de faire plus que ce que la loi actuelle nous permet. Merci. Marion, je peux y aller avec une deuxième question? Oui, mais il reste que 15 minutes, Luc, donc peut-être que je dis à nos conférenciers d'être relativement brefs dans leurs réponses s'ils le peuvent pour qu'on puisse entendre les autres. Merci. Très bien, je serai bref dans ma question à ce moment-là. Déjà, bon, dans la réponse à M. Routier, vous avez parlé justement des répondants à l'éthique et aussi avec le volet lobbyisme pouvant s'ajouter. Et ça ouvre la porte à ma deuxième question qui porte cette fois sur l'écosystème des institutions de régulation elles-mêmes. En ceci, dans le rapport de l'OCDE sur l'encadrement du lobbying au Québec, il est mentionné à la page 99 l'importance de la coordination notamment entre le Lobbyisme Québec, le secrétariat du Conseil du Trésor, commissaire à l'éthique et à la déontologie de l'Assemblée nationale et commission municipale du Québec. Et on y suggère l'institutionnalisation d'un mécanisme de coordination régulier entre les institutions de régulation que j'ai nommées. Ma question simple, c'est, toutefois, c'est pas très clair jusqu'où devrait aller cette coordination, ce mécanisme de coordination. Est-ce que ça devrait aller plus loin que la mise en place d'initiatives de formation, d'éducation? Ça semble être un peu le cas, mais est-ce qu'on devrait attendre davantage que ça de cette coordination? Est-ce qu'on devrait l'institutionnaliser fortement? Et à quelle fin à ce moment-là? Très rapidement. Alors, excellente question. On fait depuis peu, en fait, partie du Forum en intégrité qui regroupe notamment la commission municipale et Lobbyisme Québec et la commissaire à l'éthique, mais aussi d'autres institutions publiques au Québec, dont le directeur général des élections, l'autorité des marchés publics, le protecteur du citoyen. Je pense que c'est peut-être à travers ce forum-là qu'on ira développer le Trésor n'en fait pas partie parce que ce sont tous des organismes publics semi ou complètement indépendants. Reste que on a des relations avec le Trésor par ailleurs, mais je pense qu'à travers cette organisation-là ou par un forum vraiment dédié, on pourra aller plus loin. La formation, oui, c'est certainement une chose, mais on a déjà signé une entente, par exemple, avec la commission municipale pour des enquêtes, donc pour partager des enquêtes. On pourrait mandater même des enquêteurs de la commission municipale pour faire des enquêtes dans certains cas. On partage l'information. On est en train de signer des ententes de partage d'informations aussi. On a déjà
moi, j'ai un canal ouvert, je dirais, avec la commissaire à l'éthique parce que très souvent, il y a des enjeux aussi, puis il y a eu des dossiers où on a eu des enjeux communs. Donc, bien que ce ne soit pas formalisé, il y a quand même cette collaboration-là, mais effectivement, je pense qu'il faut se poser des questions, jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on est capable de faire de mieux encore comme collaboration. Pour ajouter très brièvement, effectivement, la recommandation dans notre rapport se focalise sur la question de la formation, justement pour que la question du lobbying soit abordée dans le cadre plus large des dilemmes liés à l'éthique, à l'intégrité, au conflit d'intérêts, etc. Après, effectivement, comme Jean-François l'a dit, on peut imaginer aussi, et c'est déjà le cas, en place une coordination plus large sur l'échange d'informations, mais aussi, j'ai en tête, par exemple, sur la transparence, si un jour, par exemple, certains ministres ou membres de l'Assemblée nationale mettent en ligne leur agenda, par exemple, on peut imaginer un registre où les informations puissent être recoupées entre différentes bases de données. Donc, c'est aussi un aspect sur lequel il peut y avoir de la coordination. Oui, puis Merci. juste d'ajouter là-dessus, parce que tu l'as mentionné tout à l'heure, les ministres actuellement ont cette obligation-là, par une directive du premier ministre, là, de mettre leur agenda public, donc les rencontres qu'ils ont pu avoir. Malheureusement, la mise à jour se fait tous les 90 jours. Mais une des choses que nous, on va faire à partir de ça, c'est faire cette révision, parce qu'on fait cette surveillance-là, puis on va aller indiquer dans un mandat spécifiquement, par une note de Lobbyisme Québec, que cette rencontre-là correspond à telle entrée de l'agenda du ministre. Donc, on va apporter une transparence supplémentaire pour le citoyen, à travers, encore une fois, Carrefour. Merci. Merci Luc, merci Jean-François et Pauline. On a reçu plusieurs questions dans le chat par lesquelles j'aimerais commencer dans les 9 minutes qui nous restent, notamment une qui a été adressée de manière privée directement à Jean-François Routier. Avez-vous envie d'y répondre, même si la personne qui a posé cette question est sortie de l'assistance, à ce que je peux voir?